ce qu'on appelle des célébrations nationales qui ont été éludées de notre Constitution à l'article 3. Il était prévu qu'on mette un texte intitulé « Les fêtes nationales sont ». Les fêtes nationales font partie de l'identité d'un pays. L'identité d'un pays comporte les armoiries, le drapeau, l'hymne national, la devise, la monnaie, mais il y a aussi ce qu'on appelle les fêtes nationales. Par exemple, vous ne pouvez pas parler d'un pays qui s'appelle la France sans parler du 14 juillet. Nous ne pouvons jamais parler de notre pays sans célébrer une date qu'on appelle le 30 juin. Voilà ce qui est arrivé en 2005, quand nous nous trouvons à Simisimi, à Kisangani. Nous devions rédiger un texte intitulé « Les fêtes nationales sont ». Et on commençait par le 4 janvier. Et certains membres de la commission constitutionnelle ont dit « Ça c'est une fête de la Bako, ça ne nous concerne pas ». C'est quoi la Bako? L'Alliance de Bakongo, c'est-à-dire le parti animé par Joseph Kasavubu, Alliance de Bakongo, qui avait été le premier parti à revendiquer l'indépendance, mais l'indépendance seulement pour la province que nous appelons aujourd'hui du Congo central. Quand nous avons proposé comme date historique le 16 juin, il y a des gens qui ont dit « ça c'est une histoire de Laurent Désiré Kabila ». On a rejeté. 17 janvier, oh non, ça c'est le MNC, c'est une histoire de Batetela. Nous n'avons rien à voir avec ça. 16 février, le massacre des chrétiens. Ah, nous ne sommes pas chrétiens, catholiques. Vous arrivez à la date du 10 mai, massacre des étudiants à Lubumbashi. Oh non, on sont des petits-enfants, ainsi de suite. On est arrivé à la date du 20 mai. Ah, ça c'est le manifeste de l'Ancélé. Et le père n'existe plus. On pourrait continuer et vous montrer que dans notre constitution, il n'existe pas de dates historiques. Et si aujourd'hui, il nous arrive de célébrer le 4 janvier, le 16, le 17 mai, le 16 janvier, le 17 janvier, le 17 mai, le 30 juin, etc. Et même le 1er août et le 24 juin, c'est parce que ceux qui nous dirigent sont devenus plus ou moins souples. Au mois d'avril, il y a des dates historiques que peut-être vous ne connaissez pas. Ce n'est pas le 1er avril. Hein? Parce que le 1er avril, c'est le jour où on nous fait avaler du poisson. On peut tromper tout le monde sans pécher ce jour-là. Au mois d'avril, nous avons une date historique. La première date historique, ça doit être les 6 avril. Qui peut savoir pourquoi? Simon Kimbangu commence l'évangélisation. C'est quand Simon Kimbangu commence l'évangélisation. Ah, applaudissez. 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 Et c'était en quelle année? C'était en quelle année? Oui. En 1002. Oh! Comment? Non, il y a en 1011. Vous voulez dire que Kimbangu a existé en 1011, au Moyen-Âge? En 1911. Il y a un chiffre erroné. Il y a un chiffre erroné.
Vous avez utilisé 3 fois 1. Éliminez au moins 1 et vous aurez la réponse. Je vous donne une possibilité. Kimbangu est né en 1877. 1877 pour parler le français belge. Alors vous pouvez vous imaginer en quelle année il a commencé à prêcher, quel âge il avait. Vous avez dans le millésime que vous nous avez proposé, 1911, il y a 3 fois 1. Éliminez au moins 1 et vous aurez la date exacte. Il décide, c'est le 6 avril 1921, il décide d'aller vendre du tabac au marché. Et en cours de route, le Christ lui dit, ne dépasse pas cette maison. Il y a une dame malade. Elle s'appelle Kiantondo. Il y a une dame malade. Entre là et guéris-la. Kimbangu veut passer outre. Le Christ lui dit, entre. Il entre, il trouve une famille éplorée parce qu'il y a une dame là qui est malade et qui va bientôt expirer. Il obéit au bon Dieu. Il dit à la femme, au nom de Jésus, sois guérie. Et la femme est guérie. Et tout le monde est content, sauf la malade, qui, si je suis guéri par lui, c'est que c'est lui qui m'avait ensorcelé. Les autres lui disent, madame, sois sérieuse, il t'a déjà guéri, sois au moins reconnaissante. Elle persiste, elle signe. Kimbangu, découragé, il va au marché, il vend son tabac, et au retour, il trouve au même endroit, la femme a déjà rassemblé ce que nous appelons des chegues, des maïbobo, pour rosser Kimbangu, parce que c'est le sorcier qui lui avait jeté le mauvais sort. Kimbangu arrive à échapper à ça, mais il commence à demander au bon Dieu, pourquoi tu m'as envoyé guérir cette femme? Tu ne vois pas ce qu'il me fait comme ingratitude? Et le Christ lui dit, moi-même j'ai été maltraité comme ça, continue. C'est ainsi que Kimbangu va commencer sa mission. Oh, ne nous amenez pas de fruits crus. N'oubliez pas les mythes du fruit défendu. Amène-nous de la bière plutôt. Bon, donc, Simon Kimbangu est quand même encouragé par le Christ. Il va essayer de guérir d'autres gens, mais ça ne sera pas des guérisons. Il y aura des guérisons, mais il n'y aura pas de résurrection. Tout ce que je vous raconte se trouve dans ce livre qui a été rédigé par son fils Diangienda Kuntima. On ne croira au miracle de Simon Kimbangu que lorsqu'il aura ressuscité une jeune fille qui s'appelle Dina. Elle était morte depuis 3 jours et ses parents habitaient très loin. Ils l'ont amenée en Kamba. Après 3 jours, son corps était déjà en état de putréfaction. Et lorsque Simon Kimbangu l'a vu, il a dit, au nom de Jésus, ressuscite. Et la fille Dina, qui était âgée de quelques 15 ans, est ressuscitée. Et celle-là, elle n'est pas retournée dans la mort. Et c'est depuis ce jour-là que Kimbangu a commencé à opérer 2 miracles jusqu'au jour où il se fera arrêter le 12 septembre 1921, jusqu'au jour où on va le condamner à mort le 3 octobre 1921. Nous vous signalons en passant
qu'il a été jugé par un tribunal militaire qui était présidé par quelqu'un qui s'appelle De Rossi. De Rossi, comme le verbe rosser. Textuellement, comme Jeanne d'Arc avait été condamnée à mort par un prêtre qui s'appelle Cochon. Cochon. Donc, l'histoire donne des mauvais noms aux mauvaises gens. Alors, pourquoi nous ne célébrons pas le 6 avril? Pourquoi nous ne faisons pas du 6 avril une fête nationale? Eh bien, c'est parce que notre histoire nationale n'est pas très bien enseignée. À partir du moment où nous considérons Kimbangu comme héros national, après Kimpavita, nous devons chaque fois célébrer la date de sa naissance, la date où il a commencé à prêcher, la date même où il a été condamné à mort et où le roi Albert Ier a commué en prison, en perpétuité, emprisonnement en perpétuité, sa peine capitale. Cela avait eu lieu parce que quand Kimbangu a été condamné à la peine capitale, le ministre des colonies s'appelait Louis Franck. Et Louis Franck avait un brin de sympathie pour les colonisés. C'est ainsi qu'un autre héros national, qu'on appelle Paul Panda Farnana, est parti demander à Louis Franck d'intéresser Sa Majesté Albert Ier à l'affaire Kimbangu. Et c'est ainsi que ce roi-là, qui pour les Belges passe pour le roi chevalier, parce qu'il a affronté la Première Guerre mondiale, Albert Ier a commué la peine capitale d'emprisonnement à perpétuité. Kimbangu a été déporté à Elisabethville, Kinshasa, non, Lubumbashi, où il va mourir en octobre 1951. N'oubliez pas que la destinée de Kimbangu, c'est textuellement la destinée de Lumumba, parce que Lumumba aussi est parti de Mbanza-Ngungu, province du Congo central, pour aller mourir à Lubumbashi. Maintenant que vous savez qui était Simon Kimbangu, commencez par les enfants, c'est ce que l'UNESCO dit. Les enfants d'abord. Les enfants d'abord. Il faut leur demander ce qu'ils veulent boire. Merci. Hadisinjo. Hadisinjo. Question. Êtes-vous séduit par l'histoire de Simon Kimbangu? Vous savez comment on l'appelait en Kikongo? On l'appelait Ntumwa et non pas prophète. Ntumwa en lingala c'est Ntoma et Amashi c'est Ntumwa, signifie l'envoyé de. Quand on vous dit que les Bakongo n'ont rien à voir avec nous, nous les Bashi qui habitons l'autre extrémité du pays, ne croyez pas à ça. Les Bakongo sont nos frères, ils parlent Mashi comme nous parlons Kikongo. Nous les Bashi, quand nous voulons dire s'agenouiller, nous disons Kufukaba. Les Bakongo disent la même chose. L'envoyé chez les Bakongo s'appelle Ntumwa et nous appelons même chose Ntumwa. Je ne vous dirai pas le reste de telles choses telles que des mots comme Njia, Njira, Nzila en Kikongo. C'est ces mots-là, Nzila, Njia, qui deviendra en latin via.
Parce que le latin, qu'on ne vous trompe pas, il vient du Congo, il vient de l'Afrique. Si vous ne le savez pas, nous avons une foule d'exemples, mais on vous épargne pour passer à la deuxième date historique. Hadi Signor. Est-ce que quelqu'un qu'on appelle Israël est dans les parages? Qu'il a imprimé les discours que Kasavubu avait prononcés le 20 avril 1958 à l'occasion de son installation comme bourgmestre de la commune de Dendal. Est-ce que Kasavubu est un homme célèbre? Oui, enfin, est-il un homme célèbre? Répondez. Si vous ne répondez pas, je vais me taire. Ou bien je vous casse des bouteilles sur le crâne. Avant de crever moi-même. Kasavubu était-il un homme célèbre? Oui, bien sûr. Répondez à haute voix. Oui, bien sûr, c'était un homme célèbre. Expliquez-vous. Déjà, c'était le premier président de ce grand pays. Ok. Aussi, on doit retenir que c'était un des premiers intellectuels de ce pays en même temps. Ok. On ne doit pas oublier non plus qu'il a animé le plus grand parti de cette époque-là, qui le premier à réclamer l'indépendance du pays, Oui. qui s'appelle Abako, vous venez de le dire maintenant. Merci. Demandez des assiettes plus costaudes que j'ai l'histoire. Demandez des assiettes plus costaudes. Et faites la bonne justice distributive. Imprimez le discours de Kasavubu que nous avons saisi aujourd'hui pour le public. Le 20 avril, Kasavubu, 1958. Hakuna pombe kwako? Pombe. À l'armée, on nous disait Kowela te. Nzambe biloko ezali mingi. Alors qu'on n'avait qu'un petit pain là, qu'on nous distribuait, et nous étions 800. Alors toi aussi, mon cher Zézé, Kowela te, Nzambe mazange kozala ebele. Tout de suite là, tu seras emporté par un fleuve de classe. Parce que tu as décidé de te rétrograder. Tu as quitté la faculté pour entrer dans une classe à Nyanja ou à Chidasa. C'est rétrogradé. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi les enfants de Bukavu boivent ces taux-là. Pardon. L'abraliment risque de maman. Il faut boire, si vous voulez boire, suivant les recommandations de la Bible, de Baudelaire, buvez quelque chose comme turbo. Pour que vous deveniez turbulent comme Papa Choura. Bon, on continue. Le 20 avril 1958, Albert Pinzi, Joseph Kasavubu et d'autres sont déjà élus comme bourgmestres. N'oubliez pas que jusqu'en 1958, aucun Congolais n'est participé à la gestion du Congo belge, de la colonie. Tandis qu'en France, par exemple, déjà en 1914, en France, quelqu'un qui s'appelle Blaise Diagne, un Sénégalais, était déjà secrétaire d'État, donc vice-ministre. Tandis qu'ici, chez nous, au Congo, on formait, comme on dit, des auxiliaires.
Et c'est pour cela qu'en 1928, le 20 décembre 1920, le premier nationaliste congolais qu'on appelle Paul Panda Farnana prononce un discours devant le Parlement belge et demande aux Belges d'associer les Congolais à la gestion de la colonie. Mais les Belges vont garder l'oreille sourde jusqu'en décembre 1957. Ils ne peuvent plus rien faire parce que le Ghana est devenu indépendant. Les vents des indépendances soufflent sur l'Afrique et eux, ils organisent des élections pour qu'on puisse avoir quelques bourgmestres dans quelques villes du Congo belge. Et il s'agissait des villes de Léopoldville, Kinshasa, de Elisabethville, Lubumbashi et de Jadoville, Likasi. C'est ainsi que Kasavubu sera élu à Léopoldville et il sera installé comme bourgmestre le 20 avril 1958. Il est bon que vous, les jeunes gens d'aujourd'hui, vous ayez le texte du discours qu'il avait prononcé. Parce que là-dedans, par exemple, il insiste sur la nécessité pour les Congolais d'avoir des bourses d'études, ce qu'on appelle aujourd'hui la gratuité. À l'époque coloniale, personne ne payait rien pour se faire scolariser. Et le 20 avril 1958, Kasavubu va réclamer qu'il y ait des bourses d'études qui permettent aux Congolais aussi d'avoir des grades universitaires. Quand on va vous distribuer le texte, vous allez constater qu'il y a un passage où il dit pour une population, il faut qu'il distribue ça aux gens. Ce n'est pas nous qui avons besoin de ça. Qu'il imprime environ 50 exemplaires et qu'il agrafe et qu'il donne à chaque participant. C'est là-dedans que vous allez constater que Kasavubu dit qu'en 1958, la population du Congo est de 13 millions. Or, suivez. Or, Stanley avait évalué la population du Congo à 28 millions. Et plusieurs années après, en 1958, cette population était réduite, amenez plus d'assiettes, sachez quand même distribuer. Si vous n'êtes pas capable, quittez Bukavu, où la phrase est claire, tu as tiens ma case. Il faut faire en sorte que tout le monde profite. Nous sommes ici autour du feu et la chaleur doit atteindre tout le monde. Bon, donc, en 1958, une population que Stanley évaluait à 28 millions, elle est réduite à 13 millions. Combien avait péri? De 28 millions, nous passons à 13 millions. Combien avait péri? 15 millions. C'est pour cela qu'il y a des livres intitulés Les fantômes du roi Léopold II ou encore 10 ans sur les lianes. Les Belges refusent de donner l'indépendance aux Congolais. Alors que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Belges étaient
écrasés par les Allemands et ils ont été sauvés par les Congolais. Est-ce que vous savez que ça s'est passé comme ça? Est-ce que vous savez qu'en 1940, des Congolais cotisaient de l'argent et des vivres pour envoyer en Belgique aux sinistrés de Belgique? Des Congolais. Et parmi ceux qui ont cotisé, il y a l'ancien Mohamed de Kabare Alexandre. Les documents existent dans la voix du Congolais. Est-ce que vous savez que pour remporter la Deuxième Guerre mondiale, c'est le Congo belge qui a donné de l'argent à l'Angleterre pour que l'Angleterre aille acheter des bombardiers? Est-ce que vous savez tout ça? Car ça, vous le savez. Et pour cela, dans ce discours, il va dire ceux à qui nous avons rendu la liberté refusent de nous donner la nôtre et continuent à nommer des gens au lieu de nous laisser élire nos propres dirigeants. Pour cette raison, Kasavubu sera mal vu par son chef. À ce moment-là, on parlait du premier bourgmestre, M. Jean Tordeur, va lui infliger un blâme. Question. Le 20 avril de chaque année, pour nous, s'agit-il d'une date historique? De chaque année. Vous ne savez pas ce qui fait l'historicité d'une date. On appelle date historique toute date qui fracture le cours normal de l'histoire. Quand un jour, le cours normal de l'histoire change de fond en comble, cette date devient historique. C'est pour cela que le 6 avril est une date historique. Parce que ce jour-là, un nègre a commencé à ressusciter des gens au nom de Jésus. Et des missionnaires avaient beau dire, un noir n'a pas le droit de guérir, d'opérer des malades comme Jésus. Eh bien, le Christ leur a montré que Kimbangu pouvait faire cela. La dernière date historique. Je rappelle qu'il est 19h25. La dernière date historique, c'est le 30 avril. Le 30 avril 1962. Vous me suivez? Le Congo devenu indépendant dit « Je dois changer mon système d'enseignement ». Et il crée à cette époque les Belges pour essayer de sauver la face. Il venait de créer les humanités gréco-latines que moi j'ai faites, les humanités latines maths et les humanités modernes. Quand vous étiez à l'humanité moderne, vous alliez étudier l'anglais. L'anglais, le véritable anglais, pendant 6 ans. Et les mathématiques. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on vous enseigne l'anglais qu'on peut appeler Pidgin English. Tout juste pour acheter je ne sais pas quoi à Dubaï. On va se faire arrêter à la frontière aussi. Ok. Les Belges avaient créé aussi les humanités latines maths. À l'Institut de Bagira, Athénée interracial, il y avait la section latine maths. Au collège Al-Fajiri, Notre-Dame de la Victoire, il y avait à la fois les humanités gréco-latines et les humanités modernes. Quand vous terminiez ce cycle-là, vous étiez fort, non seulement en anglais parlé, mais aussi vous aviez la culture anglaise. Vous connaissez la littérature anglaise
depuis Geoffrey Chaucer jusqu'à Ernest Hemingway. Mais quand nous sommes arrivés dans ce qu'on appelle l'indépendance, ce qu'on appelle UNESCO, je ne sais pas si c'était UNESCO, mais de faux experts, ils ont dit aux Congolais, créez maintenant ce qu'on appelle cycle d'orientation. 2 ans. Et après le cycle d'orientation, le jeune homme obtient son brevet du cycle d'orientation, il peut travailler. Ou bien il peut continuer ses études dans ce que vous appelez actuellement humanité pédagogique, biochimie, tout ça, c'est-à-dire un enseignement tronqué. Eh bien, en 1963, Joseph Kizerbo, voyant ce qui s'était passé au Congo, il va dire que l'homme qui sortira de cette réforme scolaire, c'est cet homme-là qui va diriger le Congo en 1982. Et à partir de 1982, le Congo va connaître une très grande décadence. Qu'il avait dit Joseph Kizerbo, un historien burkinabé, qui nous a légué un livre intitulé « Éduquer ou périr ». Si aujourd'hui nous avons des pseudo-élites, des dirigeants qui ne comprennent rien à rien, c'est à cause de ces changements-là. Nous croyons que nous allions jouir de notre indépendance alors que les colonisateurs avaient fait un calcul. Ces gens connaissent l'alphabet grec. Je vais m'arranger pour qu'ils ne le connaissent plus. Ces gens, ils connaissent beaucoup de latin. Or, l'histoire de l'Afrique se trouve chez des écrivains romains. Je vais m'arranger pour qu'ils n'étudient plus le latin que pendant 4 ans. Et au lieu de ce qu'on appelait rhétorique, vous avez aujourd'hui 6e littéraire, latin, philo. Ce qui est plus grave aujourd'hui, nous sommes arrivés à une autre réforme littéraire, réforme scolaire, où on parle de 7e enseignement de base. Comment l'enseignement de base peut-il se trouver au cycle secondaire? Et on accepte 8e enseignement de base et nous disons oui et amen. Sorry pour vous. Incapable de dire non. Moi, j'appartiens à la génération qui avait dit non à Mobutu et qui avait terminé sa contestation dans ce qu'on appelle enrôlement forcé dans l'armée. Nous avons été enrôlés de force dans l'armée parce que nous sommes les premiers à avoir révélé, par exemple, que Mama Yemo ne pouvait pas mettre Mobutu au monde. Pour la seule raison que Mama Yemo est né en 1922 et que Mobutu, son 5e garçon, est né en 1930. À 8 ans, il avait déjà 5 enfants. À 8 ans, il avait déjà 5 enfants. Nous sommes les premiers à avoir montré qu'elle n'était pas sa mère. Parce que Mama Yemo signifie merci maman. Parce que Mobutu signifie aussi la terre, Mabele, Budongo. Sa véritable histoire est connue. Moi, je l'admire, mais je sais que une dame que nous, quand nous étions étudiants, nous appelions prostituée. Passant quelque part, elle a trouvé un enfant, l'a ramassé. L'enfant n'avait pas de nom et la dame l'a appelé Mobutu, Budongo. Avant Mobutu, personne d'autre ne porte ces noms. C'est le premier du nom. C'est le premier Mobutu. Donc ce n'était pas un entrepôt
ni personne ne le portait avant. Et puis, l'enfant aussi, quand il a grandi, il a appelé sa mère « Maman et maman, merci ». Je ne suis pas le seul à dire cela. Même Conde Villa Kikanda l'a écrit lorsque Mobutu était proclamé maréchal. Conde Villa Kikanda a écrit dans une brochure que vous pouvez trouver sous le titre Mobutu, un homme de proue. Là, il y a une contribution de Conde Villa Kikanda, un mobutiste convaincu qui vient de mourir et qui a dit « Personne ne connaît ni la mère ni le père de Mobutu ». Texte daté de 1984, lorsque Mobutu est proclamé maréchal. Voilà la réforme de 1982. C'est celle-là qui a créé ce qu'on appelait cycle d'orientation. Et le cycle d'orientation lui-même vient d'être biffé sous le mandat de ministre qu'on appelle Willy Bakonga, qui est poursuivi maintenant pour vol. J'espère qu'on doit le poursuivre aussi pour avoir trompé les gens, qu'un enseignement de base peut se trouver au niveau secondaire. On a révélé qu'on ne peut pas l'extrader au Congo, c'est un sujet américain. C'est un Américain. Bon. Bon. Pour aujourd'hui, si vous avez des questions à poser, la balle se trouve dans votre camp. Est le premier président du Congo dont on connaît le père et la mère. Merci. Le président actuel, je connais son père et sa mère. On a failli me tuer en 1992 parce que j'avais accès au bureau. Donc dans la bibliothèque de celui qu'on appelle Étienne Tshisekedi. J'ai des photos. Donc je connais le père, je connais aussi la mère. Je vous signale en passant que les Balouba disent qu'ils sont les uniques Congolais authentiques parce que leur langue est parlée au Congo et rien qu'au Congo. Tandis que le Kiswahili, nous les partageons avec d'autres. Le Lingala, on le partage avec d'autres. Le Kikongo, même chose. Donc, le président actuel a le droit de dire que son père est connu et sa mère est connue. Kasavubu disait-on, c'est trop gros ces gobelets. Pourquoi tu n'as pas amené plus petit? Bon. Kasavubu, quand vous le voyez, vous allez constater qu'il a un nez très très large. On a raconté qu'il est le descendant des Chinois. Parce que quand la construction du chemin de fer Matadi-Léopoldville a épuisé la population congolaise du Congo central, les Belges est allé chercher des Chinois. Et on raconte que Kasavubu avait des origines chinoises. Quand vous regardez le nez, très large, les yeux bridés, et il était relativement brun, on dit, ah voilà, on dit qu'il était d'origine chinoise. Mais son nom, Nkasa, la feuille, Nkasa, il est Nkasa, la feuille, le poison qui a empoisonné, si vous voulez, les colonisateurs. Personne ne peut douter de l'authenticité
de la nationalité de Joseph Kasavubu. On a toujours douté seulement de son unitarisme, parce qu'au début, il revendiquait que ce soit seulement le Congo central qui devienne indépendant. Après lui, Mobutu. Ah. En 1971, nous, anciens étudiants de ce qu'on appelait à cette époque Université Lovanium, voyons que Mobutu est en train d'obliger les Congolais à monter en même temps que le drapeau national, le drapeau de son parti, le MPR. Nous refusons de reconnaître ça. À l'armée, dans les camps militaires, salut au drapeau, on montre le drapeau du pays, l'actuel, et en même temps, on montre aussi le drapeau du MPR. Nous appelons ce drapeau du MPR les bidules. Et nous entrons en conflit ouvert avec Mobutu. Et nous écrivons un tract. Un tract. Il était intitulé « Combat ultime ». Parmi ce qu'il avait distribué, il y avait Feu Samba Kaputo. Eh bien, quelle était la première phrase de ce tract? C'était la suivante. Pour une prostituée, on organise des neuvaines. Parce que la mère de Mobutu venait de mourir le 18 mai 1971. Et on a demandé à tous les Congolais de prier pendant 9 jours pour qu'ils puissent aller au paradis. Et le cardinal Malula a célébré une messe où il a dit « Je suis sûr qu'elle est au ciel ». Et nous qui connaissions la vérité, nous avons accouché de ce tract-là. Pour une prostituée, on organise des neuvaines. Deuxième phrase. La femme de Mobutu venait de faire une fausse couche. Le fœtus, on l'a enterré, encelé, et sur ce fœtus, on a élevé ce qu'on appelle la stèle du MPR. Je crois qu'elle existe encore. Encelée, vous allez trouver une grande stèle comme ça, colonne sur laquelle c'était écrit MPR. Sous cette colonne se trouvait le fœtus, l'avorton. Et nous avons écrit, pour un avorton, on a élevé une stèle. Je crois que nous étions maudits. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Alors Mobutu a envoyé le ministre de l'enseignement supérieur, Ali Rissassi, originaire de la province orientale. Et il est venu dans la salle de promotion. Il avait une voix plus petite que la mienne. Et il s'est mis à nous dire, le président de la République va vous dire que vous pouvez injurier tout le monde, sauf sa mère. Réaction, une très grande huée. Et le reste, vous le savez, on nous a enrôlés de force dans l'armée. Mais cela nous a aidés parce que la femme de Mobutu n'était pas d'accord avec son mari. Elle nous prenait quelquefois et nous préparait à manger du riz aux haricots. Et quand nous étions couchés comme ça, dans la pelouse, en train de manger du riz aux haricots, au palais de Mobutu, le commandant en chef, le général Bobozo, il venait, il nous ravissait les assiettes. Binou, vous allez pas une binou, vous là, est-ce que vous mangez du riz chez vous? Et nous regardons Bobozo parce que le riz aux haricots, c'est quand même un repas ridicule ici à Bukavu. Et pendant qu'il voulait nous maltraiter comme ça,
Et c'est là que je vous montrer l'importance d'une épouse valable. Pendant qu'il nous maltraitait comme ça, Marie-Antoinette Mobutu venait. Elle gardait Bobo seulement de son regard et elle lui disait, Longwa, va-t'en. C'est à cause de toi que mon mari a la malchance. Hein? Tu lui donnes des mauvais conseils pour qu'il puisse, comme ça, lécher les enfants des autres et ça nous attire le malheur. Et Bobozo s'enfuyait avec toute son armée. Entre-temps, Mobutu venait lui-même en personne, précédé d'une cavalerie. Il nous trouvait là, couchés dans la pelouse, sa pelouse à lui. Nous, les prisonniers de guerre, nous sommes couchés dans la pelouse, en train de manger du riz. Il entre au salon. Sa femme le regarde et il est obligé de rebrousser chemin sans avoir mangé. Parce que sa femme n'était pas d'accord avec lui. Maintenant, votre question c'est de savoir si Mobutu était congolais ou pas. On vous a déjà répondu. La question était de savoir, est-ce que nous pouvons nous permettre de dire que le président actuel est le seul qu'on connaît, Non. Dont on connaît papa et maman. papa et maman. Voilà. Laurent Désiré Kabila, on connaît son père et sa mère. C'est un Congolais authentique. Et puis, s'il vous arrive de lire la littérature, n'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle les grandes puissances qui fournissent les guides au pays du tiers-mort, pour ne pas dire du tiers-monde. Je ne sais pas comment faire quand je suis dans les mois. Moi, je peux écrire sur tout ce qui est un atout pour tous. Je peux écrire sur la vie, la mort, donner mon avis sur l'amour, voir l'humour. Je peux écrire sur la morale et même décrire la parole. Je peux écrire sur le froid, le chaud, le vrai, le faux, le calme et l'écho. Mais ce soir, ma feuille est vide. Inspirez-moi. Inspirez-moi de vos vies, de vos histoires, pour que sur ma feuille blanche, je puisse mettre un peu de noir. Inspirez-moi de vos joies, de vos choix. Racontez-moi l'histoire de mes aïeux. Parlez-moi de la vie d'ailleurs. Parlez-moi de l'époque où mes mères dansaient au bruit de tambour, où elles ne connaissaient pas encore le four et où elles cuisinaient dans des marmites. L'époque où les rites n'étaient pas encore des mythes. Quand mes pères buvaient dans le cabé, assis autour du feu, le vieux sage nous contait des adages. Parlez-moi d'avant, parlez-moi d'antan. Inspirez-moi de ce que le temps vous inspire. Inspirez-moi de vos peines, de vos pleurs. À ce qu'il paraît, qui veut la paix prépare l'épée. Alors parlez-moi de la guerre. Je peux mettre à votre place, je peux comprendre vos larmes. Je peux, comme vous, je peux conduire la masse et je peux être votre arme. Juste inspirez-moi de votre lutte pour qu'enfin je milite et après ensemble on lutte. Parlez-moi de vos disparus pour que j'honore leur mémoire. Juste laissez-moi m'inspirer de votre savoir, parce que ce soir, ma feuille, je la remplirai de votre histoire. Merci.